Le juge a déjà statué en notre faveur, a chuchoté papa avant l'audience. Des amis haut placés. Maman a souri. Tu n'as jamais eu la moindre chance. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de soumettre la pièce à conviction à l'huissier, des virements bancaires totalisant 2,3 millions d'euros de mes parents vers le compte offshore du juge. Des agents du FBI sont entrés dans la salle d'audience. Je maîtrise l'affaire. Debout dans ce couloir du palais de justice à 8h47, en regardant mes parents échanger des sourires confiants avec le juge Harold Brennan, je ne ressentais absolument rien, aucune colère, aucune trahison. Juste la certitude froide qui vient du fait d'avoir des preuves irréfutables et le gouvernement fédéral de son côté. Mon père a vérifié sa Rolex, un cadeau du juge comme je l'apprendrai plus tard, et a tapoté la main de ma mère. Ce sera terminé avant le déjeuner. Ensuite, nous pourrons enfin aller de l'avant sans son ingérence. Il me poursuivait en justice pour 8,4 millions d'euros. De l'argent qu'il prétendait que j'avais volé à l'entreprise familiale. De l'argent qui était en réalité le mien, légalement possédé, méticuleusement documenté et complètement légitime. Mais ils avaient le juge Brennan, et ils pensaient que cela suffisait. Ils avaient tort. Le contexte. J'ai grandi à Greenwich, dans le Connecticut, dans une famille qui valorisait exactement deux choses, l'argent et l'apparence de la respectabilité. Mon père, Richard Caldwell, a fait de Caldwell Financial Services, une petite société d'investissement, une entreprise de gestion de patrimoine de taille moyenne valant environ 340 millions d'euros. Ma mère, Patricia, gérait les relations sociales qui attiraient les clients fortunés. J'étais leur enfant unique et dès l'âge de 12 ans, ils ont clairement exprimé leurs attentes. Rejoindre l'entreprise familiale, faire un bon mariage, produire des héritiers et ne jamais remettre en question leur autorité. J'avais des plans différents. À 18 ans, je suis allé au MIT pour étudier l'informatique. Papa était furieux. Nous n'avons pas besoin d'une programmeuse. Nous avons besoin d'un professionnel de la finance. Alors, engagé en un, ai-je dit. J'ai bien réussi au MIT, extrêmement bien. Dès ma 3e année, j'avais développé un algorithme propriétaire pour analyser les tendances du marché qui a attiré l'attention de plusieurs entreprises technologiques. En dernière année, j'avais créé ma propre société, Sentinel Analytics, et concédé la licence de l'algorithme à 3 grandes sociétés financières. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans avec une entreprise valant 12 millions d'euros. La réaction de mes parents ne fut pas de la fierté, mais de la colère. Tu as utilisé les relations familiales, m'a accusé papa lors de mon dîner de remise de diplôme. Nos clients, notre réputation. J'ai utilisé mon propre travail, les jeux corrigés. Aucun de vos clients n'est impliqué. C'est un marché complètement différent. Les lèvres de maman se sont pincées. Tu nous mets dans l'embarras. À courir partout en jouant à l'entrepreneur alors que tu devrais apprendre le vrai métier. Le vrai métier? Caldwell Financial Services. J'avais vu leurs livres comptables pendant les vacances universitaires, quand papa insistait pour que j'apprenne le métier familial. Ce que j'ai vu m'a troublé, des structures de frais agressives qui frôlaient la prédation, des clients orientés vers des produits à forte commission sans tenir compte de leur adéquation, et des pratiques comptables qui naviguaient dans la zone grise entre le légal et le frauduleux. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Pendant 6 ans, j'ai fait de Sentinel Analytics une entreprise de 180 millions d'euros. J'ai engagé des gens brillants, obtenu des contrats avec des entreprises du Fortune 500 et développé une réputation de pratiques commerciales éthiques et de solutions innovantes. J'ai été cité dans le Forbes 30 Under 30, invité à prendre la parole lors de conférences technologiques et on m'a offert des postes au conseil d'administration d'entreprises que je respectais. Mes parents n'ont assisté à absolument aucun de ces événements. Ils étaient trop occupés à raconter à leurs amis du country club que je traversais une phase et que je finirais par revenir à la vraie entreprise familiale. Puis grand-père est mort. La réussite secrète. Grand-père Thomas était le père de papa, un homme tranquille qui avait lancé Caldwell Financial Services en 1974 avec pour seuls atouts son intelligence et son intégrité. Au fil des ans, j'avais vu mon père transformer l'entreprise honnête de grand-père en quelque chose de tout à fait différent. Grand-père l'avait remarqué aussi. Au cours de sa dernière année, grand-père a créé une fiducie, 1,15 million d'euros détenus séparément de l'entreprise, à me distribuer à sa mort. Il n'en a pas parlé à mes parents. Il me l'a dit lors d'une de mes visites hebdomadaires à son établissement de soins. Ton père a changé l'entreprise, a dit grand-père,
sa voix faible mais claire. Il l'a transformée en une affaire de prise, pas de service. Tu es différente, Caroline. Tu construis des choses qui comptent. Cet argent est à toi. Utilise-le bien. Il est mort 3 mois plus tard. Les documents de la fiducie étaient blindés, préparés par son avocat personnel, pas par les avocats habituels de la famille. Mon nom, mon contrôle, aucune condition. Quand le testament a été lu, le visage de papa est devenu violet. C'est une erreur. Cet argent appartient à l'entreprise, à la famille. L'avocat de la succession a secoué la tête. J'ai pris l'argent et je l'ai investi dans l'expansion de Sentinel Analytics. Nous avons ouvert un bureau à San Francisco, engagé 30 nouveaux employés et obtenu un contrat gouvernemental d'une valeur de 53 millions d'euros sur 3 ans. Mes parents ont complètement cessé de me parler. Pendant 2 ans, le silence. Puis ils m'ont poursuivi en justice. L'incident déclencheur. L'assignation en justice est arrivée par coursier un mardi matin. Mes parents me poursuivaient pour 8,4 millions d'euros, affirmant que j'avais détourné des fonds de Caldwell Financial Services pendant mes années d'université, utilisé des informations commerciales exclusives de l'entreprise familiale pour créer Sentinel Analytics. Volé des listes de clients et des secrets commerciaux, et nuit à la réputation de Caldwell Financial par des pratiques commerciales imprudentes. Chaque allégation était fausse, manifestement et documentalement fausse. Mais ce n'était pas la question. La question était le juge, l'honorable Harold Brennan, de la Cour supérieure du Connecticut, et le partenaire de golf de mon père depuis 15 ans. J'ai engagé Catherine Vance, l'une des meilleures avocates plaidantes de New York. Quand je lui ai montré l'attribution du dossier, elle a froncé les sourcils. Le juge Brennan est en charge de l'affaire. Vous le connaissez? Je connais sa réputation. Il a fait l'objet de 2 enquêtes pour violations éthiques. Rien n'a abouti. Mais elle m'a regardé attentivement. Votre père et le juge Brennan sont proches. Très proches. Country club, partie de golf, conseil d'administration d'œuvres de charité. L'expression de Catherine s'est durcie. Alors nous devons être très prudentes et très bien préparées. J'avais quelque chose de mieux que la préparation. J'avais des soupçons et j'avais des ressources. J'ai engagé une société d'enquête privée, non pas une agence locale, mais une entreprise basée à Washington DC, spécialisée dans les crimes financiers et la corruption. Je ne leur ai donné qu'une seule tâche, suivre l'argent entre mes parents et le juge Brennan. 3 semaines plus tard, l'enquêteur principal, Marcus Shen, était assis dans mon bureau avec un dossier qui allait tout changer. Madame Caldwell, ce que je m'apprête à vous montrer constitue la preuve de crimes fédéraux. Une fois que vous aurez vu cela, vous devrez le signaler au FBI. Êtes-vous prête à cela? Montrez-moi. Il a ouvert le dossier, des relevés de virements bancaires, des extraits de comptes offshore, des titres de propriété, une piste documentaire détaillant 2,3 millions d'euros de paiement de mes parents au juge Harold Brennan au cours des 8 dernières années. L'argent transitait par des sociétés écrans, des comptes offshore aux îles Caïmans et des transactions immobilières conçues pour paraître légitimes. Mais Marcus avait tout démêlé. Le condominium à Aspen acheté par une société écran appartenant à mon père, vendu à une société holding que le juge Brennan contrôlait. Les honoraires de conseil payés par Caldwell Financial à une société inexistante qui acheminait l'argent vers les comptes offshore du juge. Les frais de location de places de yacht, les adhésions au country club, les virements bancaires déguisés en retour sur investissement. 2,3 millions d'euros de pots de vin sur près d'une décennie. Combien d'affaires, ai-je demandé doucement. Marcus a tourné les pages. J'ai appelé le FBI cet après-midi-là. Moins de 24 heures plus tard, j'étais assise dans un bâtiment fédéral à New Haven, expliquant chaque élément de preuve à l'agente spéciale Rachel Morrison. Elle a écouté, pris des notes, posé des questions pointues. Madame Caldwell, vous comprenez que si nous poursuivons cette affaire, votre dossier contre vos parents deviendra secondaire par rapport à l'enquête fédérale. Je comprends. Et vos parents feront probablement face à des accusations criminelles au-delà de la simple corruption, fraude fiscale, fraude électronique, potentiellement des accusations RICO si nous découvrons que cela est lié à d'autres activités. Ils ont fait leur choix, ai-je dit. L'agente Morrison m'a étudié. La plupart des gens voudraient se venger. Vous semblez calme. Je ne fais pas cela par vengeance. Je le fais parce que c'est juste. Le juge Brennan corrompt le système judiciaire depuis des années.
Mes parents l'ont permis. Cela doit cesser. D'accord, a-t-elle dit. Voici ce qui va se passer ensuite. La préparation. Le FBI a agi rapidement mais discrètement. Ils ont ouvert une enquête complète sur le juge Brennan et mes parents, en utilisant mes preuves comme base. Ils ont retracé chaque transaction, interrogé des témoins et construit un dossier qui allait bien au-delà de ce que Marcus avait découvert. Pendant ce temps, le procès de mes parents se poursuivait. J'ai déposé des réponses niant toutes les allégations, soumis des preuves démontrant la fausseté de chaque plainte et me suis préparé pour le procès. Catherine m'a averti à plusieurs reprises au sujet du juge. Il va statuer contre vous sur tout, chaque requête, chaque objection, chaque question de procédure. Il est déjà compromis. Je sais. Alors pourquoi nous donnons-nous la peine de nous défendre? Parce que lorsque le FBI interviendra. Je veux que le dossier montre que j'ai tout fait correctement. Je veux qu'il n'y ait aucun doute que j'avais des défenses légitimes et que le juge les a ignorées. Elle a compris. Nous avons construit la défense la plus complète possible, sachant qu'elle n'aurait probablement aucune importance dans la salle d'audience de Brennan, mais qu'elle en aurait énormément pour les procureurs fédéraux. 2 semaines avant le procès, mon père a appelé. La première fois en 2 ans. Caroline, nous devrions parler. Par l'intermédiaire de nos avocats, papa. Cela n'a pas à aller jusqu'au procès. Tu pourrais accepter un règlement. Rends l'argent que grand-père t'a donné, plus la moitié de la valeur de ton entreprise. Nous abandonnerons les poursuites. Non. Caroline, sois raisonnable. Le juge Brennan est un homme juste, mais il connaît les faits. Tu as pris de l'argent qui appartenait à la famille. Il va statuer en conséquence. Le juge Brennan, ai-je dit prudemment, va faire tout ce pour quoi tu l'as payé. Silence. Puis, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non à ton règlement. On se voit au tribunal, papa. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, d'anticipation. Le calendrier du FBI était parfait. Il prévoyait d'intervenir le jour du procès. Impact maximum, preuve maximale, et il prendrait à la fois le juge et mes parents en flagrant délit de corruption du processus judiciaire. L'agente Morrison a appelé la veille du procès. Nous sommes prêts. Votre travail consiste à procéder normalement. Présentez votre défense. Le moment venu, nous nous occuperons du reste. Comment le saurai-je? Faites-moi confiance, vous le saurez. La scène de la confrontation. Le jour du procès est arrivé, le 23 septembre, un mardi. J'ai retrouvé Catherine devant le palais de justice à 8h30. Nous avons passé la sécurité, nous sommes dirigés vers la salle d'audience au 3e étage. Mes parents étaient déjà là, debout dans le couloir avec leur équipe juridique, 2 avocats du cabinet le plus cher de Hartford. Papa portait son costume de pouvoir, bleu marine à fines rayures. Maman portait des perles et une robe bleu pâle qui criait à la victime respectable. Ils m'ont vu et ont souri. Papa s'est approché, gardant sa voix assez basse pour que seul notre petit groupe puisse entendre. Le juge a déjà statué en notre faveur, a-t-il chuchoté, ses yeux brillants de certitude. Des amis au placé, Caroline. Tu aurais dû apprendre que les relations comptent plus que d'avoir raison. M. Amand a souri. Ce sourire mince et satisfait que j'avais vu 1000 fois en grandissant. Tu n'as jamais eu la moindre chance, ma chérie. Harold est un ami de la famille depuis 15 ans. Pensais-tu vraiment qu'il statuerait contre nous? Je n'ai rien dit. Je les ai simplement regardés calmement, puis je suis passé devant eux pour entrer dans la salle d'audience. Catherine s'est penchée vers moi. Tes parents viennent d'avouer un acte de corruption dans le couloir d'un palais de justice. Je sais. Le FBI enregistre tout. Nous avons pris nos places à la table de la défense. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti un dossier, une copie du dossier de preuve que j'avais donné au FBI. Pièce à conviction à relevé de virements bancaires, extrait de comptes offshore, titres de propriété, tout y était. L'huissier a appelé l'ouverture de la séance. Levez-vous. La Cour supérieure du Connecticut est maintenant en session. L'honorable Harold Brennan préside. Le juge Brennan est entré, sa robe noire flottant. Il avait 63 ans, les cheveux argentés, l'air distingué. Il a souri à mes parents en prenant place sur son siège. Il ne m'a même pas jeté un regard. Veuillez vous asseoir,
a-t-il dit. Nous sommes ici pour l'affaire Caldwell contre Caldwell, dossier numéro 2024, CV 8847. Les plaignants demandent 8,4 millions d'euros de dommages et intérêts pour détournement et vol présumé. Les deux parties sont-elles prêtes à procéder? L'avocat de mes parents s'est levé. Prêt, votre honneur. Catherine s'est levée. Prête, votre honneur. Excellent. Le juge Brennan a brassé des papiers. J'ai examiné les plaidoiries. Avant de commencer les témoignages, je souhaite aborder plusieurs requêtes préalables au procès. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, il a statué sur chaque requête en faveur de mes parents. Ma requête en irrecevabilité, rejetée. Ma requête visant à exclure certaines preuves, rejetée. Ma requête en jugement sommaire fondée sur des preuves documentées de revenus, rejetée. Catherine a objecté à plusieurs reprises. À chaque fois, le juge Brennan l'a déboutée avec un mépris à peine dissimulé. Mes parents se souriaient. Leurs avocats avaient l'air d'une confiance suffisante. Puis, le juge Brennan a dit, « Maintenant, procédons aux déclarations liminaires. » Avocat des plaignants. L'avocat principal de mes parents, Donald Richardson, s'est levé et s'est lancé dans un récit dramatique sur la façon dont j'avais trahi ma famille. Volé leurs secrets commerciaux et bâti mon succès sur leurs fondations. C'était de la fiction, mais il l'a livré de manière convaincante. Quand il a terminé, le juge Brennan a hoché la tête avec approbation. Merci, maître Richardson. Avocate de la défenderesse. Catherine s'est levée. Votre honneur, avant de procéder aux déclarations liminaires, la défense souhaite soumettre une nouvelle pièce à conviction à l'examen de la Cour. Le juge Brennan a froncé les sourcils. C'est très irrégulier. Quelle pièce à conviction? La pièce à conviction a, votre honneur. Des documents financiers qui sont directement pertinents pour cette affaire. J'ai apporté le dossier à l'huissier. Il l'a porté jusqu'au siège du juge Brennan. Le juge l'a ouvert nonchalamment, s'attendant à des relevés bancaires de routine. Son visage a immédiatement changé. Il a pâli. Ses mains se sont mises à trembler. Quoi? Où avez-vous eu ça? Votre honneur, a dit Catherine clairement, ce sont des relevés de virements bancaires documentant 2,3 millions d'euros de paiement des plaignants, Richard et Patricia Caldwell, vers des comptes offshore contrôlés par vous au cours des 8 dernières années. Des paiements acheminés par des sociétés écrans, déguisés en honoraires de conseil et en transactions immobilières, mais finalement traçables jusqu'à votre bénéfice personnel. La salle d'audience a explosé. Les visages de mes parents sont devenus blancs. Richardson s'est levé d'un bond. Votre honneur, c'est absurde. Ce sont des faux. Ils sont authentifiés par des experts comptables judiciaires et vérifiés par des enquêteurs fédéraux, a déclaré Catherine calmement. Chaque transaction est documentée, datée et traçable. Le juge Brennan s'est levé, le visage violet maintenant, au lieu de pâle. C'est un outrage à la Cour. Je vous place en état d'outrage. C'est à ce moment-là que les portes se sont ouvertes. L'agente spéciale du FBI Rachel Morrison est entrée, flanquée de 4 autres agents. Derrière eux, 2 US Marshals. Votre honneur, a dit l'agente Morrison, sa voix portant dans la salle d'audience silencieuse. Je suis l'agente spéciale Rachel Morrison, du FBI. J'ai un mandat d'arrêt contre vous pour corruption, fraude électronique et complot en vue d'entraver la justice. Le juge Brennan s'est agrippé à son siège pour se soutenir. C'est une erreur. Ce n'en est pas une. L'agente Morrison s'est approchée du siège. Nous enquêtons sur vous depuis 6 mois, votre honneur. Nous avons des preuves détaillées de votre acceptation de pots de vin en échange de décisions favorables. Les preuves que Madame Caldwell vient de soumettre ne sont qu'une partie d'un dossier beaucoup plus vaste. Elle s'est tournée vers mes parents. Richard et Patricia Caldwell, vous êtes également en état d'arrestation pour corruption, fraude électronique, fraude fiscale et complot. Papa s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous n'avons rien fait de mal. Vous avez payé un juge 2,3 millions d'euros pour truquer des affaires judiciaires, a déclaré l'agente Morrison sèchement. Les autres agents du FBI se sont avancés. L'un a lu ses droits Miranda au juge Brennan tout en lui passant les menottes, une image surréaliste, un juge en robe arrêté dans sa propre salle d'audience. 2 autres se sont approchés de mes parents. Maman s'est mise à pleurer. Caroline, s'il te plaît, dis-leur que c'est un malentendu. Je l'ai regardé calmement.
Ce n'est pas un malentendu, maman. Vous avez soudoyé un juge à plusieurs reprises pour plusieurs affaires. Vous avez corrompu le système judiciaire parce que vous ne pouviez pas accepter que l'argent de grand-père était légalement le mien. Le visage de papa s'est tordu de rage. C'est toi qui as fait ça. Tu nous as piégés. Non, papa. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Je n'ai fait que le documenter. L'agente Morrison a continué, nous avons également saisi des dossiers de Caldwell Financial Services. Nos experts comptables judiciaires ont identifié une fraude boursière de grande ampleur, de la fraude fiscale et un potentiel blanchiment d'argent. Il y aura des accusations supplémentaires. Richardson et son co-conseil reculaient vers la sortie. L'agente Morrison leur a jeté un regard. Messieurs, nous aurons besoin de votre coopération. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais nous avons des questions sur ce que vous saviez de la relation de vos clients avec le juge Brennan. Le visage de Richardson est devenu gris. Les US Marshals ont escorté le juge Brennan en premier, toujours dans sa robe, les mains menottées dans le dos. Puis mes parents, séparés, chacun flanqué d'agents. Maman sanglotait. Papa marchait dans un silence rigide, la mâchoire serrée. En passant devant ma table, papa s'est arrêté. L'agent à ses côtés l'a permis. Tu as détruit ta propre famille, a-t-il sifflé. Non, ai-je dit doucement. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste refusé de vous laisser me détruire aussi. Ils ont été emmenés. La salle d'audience est restée dans un silence choqué. L'agente Morrison s'est approchée de ma table. Madame Caldwell, nous aurons besoin que vous veniez au bâtiment fédéral cet après-midi pour un témoignage supplémentaire. Pouvez-vous être là à 15 heures? Oui. Merci pour votre coopération. Vos preuves ont été déterminantes. Elle a baissé la voix. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé que cela en soit arrivé là avec votre famille. Je ne le suis pas, ai-je dit. Honnêtement, ils ont fait leur choix en sachant qu'ils avaient tort. Ils ne s'attendaient simplement pas à se faire prendre. Après le départ des agents, Catherine et moi sommes restés assises dans la salle d'audience vide. Le sténographe judiciaire s'était enfui. L'huissier se tenait, incertain, près de la porte. Catherine a finalement parlé. En 23 ans de pratique du droit, je n'ai jamais rien vu de tel. Que arrive-t-il à l'affaire maintenant? L'affaire? Elle a ri, un peu hystériquement. Caroline, il n'y a pas d'affaire. Le juge est arrêté. Les plaignants sont arrêtés. Et chaque allégation qu'ils ont faite était frauduleuse. L'affaire sera classée sans suite immédiatement, probablement par le juge qui sera désigné pour nettoyer ce gâchis. Et mes parents? Les accusations de corruption fédérale entraînent de lourdes peines de prison. Votre père pourrait écoper de 10 à 15 ans. Votre mère aussi, selon son niveau d'implication. De plus, le fisc va s'abattre sur Caldwell Financial Services. Cette entreprise est finie. J'ai hoché lentement la tête. Je ne ressentais aucun triomphe, juste une sorte de soulagement vide. Conséquence immédiate. La nouvelle a éclaté en quelques heures. Un juge fédéral arrêté dans un scandale de corruption faisait la une de tous les médias du Connecticut. Les photos d'arrestation de mes parents sont apparues aux informations du soir. Les bureaux de Caldwell Financial Services ont été perquisitionnés par des agents fédéraux, les ordinateurs saisis, les dossiers confisqués. Le lendemain matin, 7 clients avaient intenté un procès contre Caldwell Financial. À la fin de la semaine, le nombre était de 23. La SEC a ouvert une enquête. Le fisc a gelé tous les comptes de l'entreprise. L'entreprise que papa avait bâtie en 30 ans s'est effondrée en 72 heures. Les affaires du juge Brennan étaient en cours de révision. Plus de 200 décisions rendues pendant son mandat. Toute affaire impliquant des parties liées à mon père serait réexaminée. Le comité d'éthique judiciaire a ouvert une procédure formelle pour priver Brennan de sa pension et le radier définitivement du barreau. Ma famille élargie a appelé, un par un. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des tantes et des oncles cherchant des explications. Devais-tu vraiment les dénoncer, a demandé ma tante Hélène. N'aurais-tu pas pu simplement abandonner le procès? Ils ont corrompu un juge, ai-je dit. Ils ont versé des pots de vin. Ils ont commis des crimes fédéraux. Que aurais-tu voulu que je fasse? Ils font partie de la famille. Ils m'ont poursuivi pour de l'argent que je possédais légalement,
puis ont essayé de truquer le procès. La famille ne vous protège pas des conséquences des crimes fédéraux. La plupart des membres de la famille ont cessé d'appeler après cela. Cela ne me dérangeait pas. Catherine et moi avons comparu devant la juge nouvellement désignée, l'honorable Maria Santos. 2 semaines plus tard, elle a classé l'affaire sans possibilité de recours et a ordonné à mes parents de payer 340 000 € d'honoraires d'avocat et de frais. Bien que, a déclaré la juge Santos sèchement, le recouvrement puisse s'avérer difficile étant donné la situation actuelle des défendeurs. Le procès de mes parents a été fixé pour mars. Leurs avocats, désormais commis d'office puisque leurs avoirs étaient gelés, ont négocié un plaidoyer de culpabilité. Papa a plaidé coupable de corruption, de fraude électronique et de fraude fiscale. Condamné à 12 ans de prison fédérale. Maman a plaidé coupable de complot et de fraude électronique. Condamné à 7 ans. Le juge Brennan est allé jusqu'au procès, convaincu qu'il pouvait gagner. Il a été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation. Condamné à 20 ans. Caldwell Financial Services a été liquidé. Les actifs restants après le dédommagement des clients et les frais de justice ne s'élevaient à presque rien. Résolution et épilogue. 6 mois après les arrestations, j'étais assise dans mon bureau chez Sentinel Analytics, maintenant déménagé dans des locaux plus grands à Boston. Nous venions de signer un contrat avec une grande entreprise européenne, 220 millions d'euros sur 5 ans. La valorisation de notre entreprise avait atteint 380 millions d'euros. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, avec un indicatif du Connecticut. J'ai répondu. Caroline. La voix de maman, petite et brisée. Maman? Ils m'ont laissé passer un appel avant. Avant que je commence ma peine la semaine prochaine. Elle pleurait. Je voulais te dire que je suis désolé. Je suis tellement désolé pour ce que nous avons fait. Pour t'avoir poursuivi, pour le juge, pour tout. Je n'ai rien dit. Ton père ne s'excusera pas. Il pense toujours que tu nous as trahis. Mais moi je sais que nous avions tort. Nous sommes devenus avides. Nous sommes devenus arrogants. Nous pensions que nous étions intouchables. Vous avez corrompu le système judiciaire, ai-je dit doucement. Vous avez soudoyé un juge. Vous avez essayé de me voler en utilisant un tribunal truqué. Ce ne sont pas de petites erreurs, maman. Je sais. Sa voix s'est brisée. Penses-tu que dans 7 ans, quand je sortirai, penses-tu que nous pourrions parler? Pourrais-tu un jour me pardonner? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de Boston, j'ai pensé à tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient été prêts à faire. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Pour l'instant, je ne peux pas. Peut-être que dans 7 ans, les choses seront différentes. Mais maman, je ne vais pas attendre pour le savoir. Je vais construire ma vie, diriger mon entreprise et être heureuse, avec ou sans toi. Je comprends, a-t-elle murmuré. J'espère que tu utiliseras ce temps pour découvrir qui tu veux être, ai-je dit. Parce que la personne qui a payé un juge pour voler sa propre fille, cette personne doit changer fondamentalement avant que nous puissions avoir une quelconque relation. J'ai serré. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Mon assistante a frappé à la porte. Madame Caldwell, la journaliste de Forbes est là pour votre interview. Bien. L'article de fond sur le leadership éthique dans la technologie, sur la construction d'une entreprise basée sur l'intégrité et la transparence, sur l'importance de faire des affaires de la bonne manière. Faites-la entrer. La journaliste était jeune, enthousiaste. Elle m'a interrogé sur ma philosophie d'entreprise, mon approche du leadership, ma vision pour l'avenir de Sentinel Analytics. Vers la fin, elle a dit, « Votre famille avait une société de services financiers, n'est-ce pas? Caldwell Financial. » Oui. Il y a eu des ennuis judiciaires. Mes parents et un juge ont été reconnus coupables de corruption, d'accusation de corruption fédérale. Elle a hésité. Est-ce que cela influence la façon dont vous dirigez votre entreprise? J'ai réfléchi à cela, au souvenir de l'entreprise de mon père, aux raccourcis, aux compromis éthiques, à la lente dérive d'une entreprise légitime vers la fraude. Oui, ai-je dit. Cela m'a appris que les gains à court terme issus d'un comportement contraire à l'éthique finissent toujours par coûter plus cher qu'ils ne valent. Mes parents ont gagné de l'argent et des décisions de justice favorables. Ils ont perdu leur liberté, leur entreprise, leur réputation et leur relation avec leur unique enfant.
Ce n'est pas un échange que je suis prête à faire. Que leur diriez-vous si vous le pouviez? L'article a été publié 6 semaines plus tard. Il était juste, honnête, et me positionnait exactement comme ce que j'avais travaillé à devenir, une dirigeante d'entreprise éthique qui valorisait l'intégrité avant le profit. Je n'ai jamais rendu visite à mes parents en prison. Ils écrivaient parfois des lettres. Celle de papa était pleine de colère, accusatrice. Celle de maman était pleine d'excuses, d'espoir. Je les lisais, mais répondais rarement. 7 ans, c'est long. Peut-être que quand maman sortira, nous parlerons. Peut-être que nous trouverons un moyen d'avancer. Peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, j'irai bien, parce que j'ai construit quelque chose de réel, de légitime, quelque chose qui ne nécessite pas la corruption pour réussir. Je l'ai construit honnêtement, et personne ne peut me l'enlever. Mes parents pensaient que les relations comptaient plus que d'avoir raison. Ils pensaient que l'argent pouvait acheter n'importe quel résultat. Ils pensaient qu'un juge corrompu les protégerait pour toujours. Ils avaient tort. Et à la fin, leurs amis haut placés n'ont pas pu les sauver des conséquences de leur propre choix. J'aurais pu, s'ils avaient été des personnes différentes, s'ils avaient valorisé leur fille autant qu'ils valorisaient la victoire. Mais ce n'était pas le cas, alors je ne l'ai pas fait. La justice n'est pas toujours satisfaisante, mais elle est toujours nécessaire. Et voir ces agents du FBI entrer dans cette salle d'audience, c'était les deux à la fois.